Les rapports intimes ne devraient jamais être douloureux. Malheureusement, de nombreuses femmes souffrent en silence de dyspareunie, une douleur intime souvent banalisée ou passée sous silence. Par manque d'information ou par pudeur, beaucoup pensent que c'est normal. Qu'est-ce que la dyspareunie? Est-ce qu'on en guérit? Éclairage avec notre spécialiste. Docteur, qu'est-ce que la dyspareunie et comment se manifeste-t-elle? La dyspareunie, c'est un symptôme qui va se traduire essentiellement par une douleur. C'est une douleur qui va apparaître au cours des rapports sexuels. Il y a la dyspareunie superficielle ou d'intromission et la dyspareunie profonde. La dyspareunie superficielle va se traduire par une douleur dès la pénétration, une douleur à l'entrée du vagin. Cette douleur-là, elle peut être assez forte et empêcher toute pénétration. Et on l'appelle également la dyspareunie d'intromission ou des difficultés à pénétrer le vagin. La dyspareunie profonde va être une douleur qui va apparaître au cours du rapport sexuel à la pénétration pendant les mouvements de va-et-vient. Pourquoi cette douleur est-elle si peu évoquée par les femmes? Bien évidemment, il y a plusieurs femmes en fait qui vivent cette douleur-là sans venir consulter parce qu'elles ne savent pas que c'est une douleur dont elles peuvent être guéries. Et elles supportent cette douleur-là, parfois par gêne ou bien par honte d'en parler, honte qu'elles ne soient pas comprises. Elles préfèrent le vivre comme ça en supportant. Alors que c'est un symptôme qui peut être traité et qui peut permettre à la femme d'avoir une vie sexuelle normale. Est-ce une douleur forcément liée à un problème de santé grave ou bien c'est juste passager? En réalité, elle n'est pas liée à un problème grave. La dyspareunie n'est qu'un symptôme de plusieurs qui peut se retrouver dans différentes maladies. Et il y a des dyspareunies qu'on peut traiter aisément avec juste une prescription de lubrifiant ou bien un traitement d'une mycose et tout rentre dans l'ordre. Il y a des pathologies un peu plus graves, mais de toute façon, c'est des choses qu'on sait gérer pour permettre à la femme quand même d'avoir un rapport sexuel avec beaucoup de plaisir. Docteur, quelles sont les causes gynécologiques les plus fréquentes de la dyspareunie? Alors, il y a plusieurs causes. Dans un premier temps, ce sont les infections. Et les infections vont concerner la vulve, les infections du vagin ou des voies génitales hautes. Et ces infections-là peuvent être des infections mycosiques, des infections à trichomonas, des infections gonococciques, herpétiques, etc. Il y a également des causes inflammatoires, il y a des causes traumatiques, parce que certaines femmes ont des traumatismes sexuels, parfois des séquelles d'agression sexuelle. Il y a des femmes qui ont des traumatismes liés à des déchirures vaginales ou périnéales au début d'un accouchement, par voie basse par exemple, ou des séquelles d'une chirurgie pelvienne. Donc ça fait partie des causes traumatiques. Nous avons également des causes hormonales qui vont se traduire par une baisse de la libido, une diminution de la lubrification vaginale, la ménopause et tous ces signes. Et il y a également des causes liées à la présence de pathologies d'affections pelviennes, comme la présence de fibromes, comme l'endométriose également, qui vont être des pathologies dans lesquelles on va retrouver la dyspareunie. Au-delà du traitement que nous allons apporter, qui va traiter des pathologies, il y a également une psychothérapie qui doit suivre pour permettre à la femme de pouvoir se sentir bien. Et quand on parle de psychothérapie, c'est un processus qui est progressif. Donc, ça va se faire tout doucement et la femme peut en guérir. Comment on différencie une gêne passagère d'une vraie douleur? La gêne passagère va survenir juste de façon ponctuelle pendant un rapport, alors que la dyspareunie va être une douleur récurrente. Et chaque fois que la patiente a un rapport sexuel, elle va se plaindre de cette douleur-là qui ne la met pas bien, elle n'est pas à l'aise et elle s'en plaint chaque fois. Donc c'est comme ça qu'on fait la différence entre une gêne vraiment passagère et cette dyspareunie dont nous parlons. On remarque qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent longtemps avec cette douleur sans jamais consulter. Est-ce que ce n'est pas préjudiciable pour leur santé? C'est pas bien parce que si dans les étiologies de la douleur qu'elle présente, il y a par exemple une infection qui n'est pas prise en charge, cette infection va s'aggraver et peut poser des problèmes quand même un peu plus sérieux à la patiente. Et dans le cadre de la dyspareunie, c'est l'homme qui tire plaisir, mais la femme en retour n'a pas le plaisir. Donc elle le vit difficilement déjà, elle se sent un peu brimée dans le rapport parce que le rapport est plus en faveur de son mari que d'elle-même. Et là, psychologiquement, ça ne la met pas bien. Elle a une vie sexuelle qui est difficile. Il ne faut pas être victime de la douleur. La douleur ne fait pas plaisir, personne n'aime avoir mal.
Donc la douleur, elle peut être prise en charge et efficacement pour permettre à la femme quand même d'avoir des rapports sexuels avec beaucoup de plaisir et qu'elle en tire un profit, tout comme son conjoint en tire profit. Rappelez-nous déjà quelques signes de la dyspareunie. La dyspareunie va se traduire par la douleur. C'est d'abord la douleur. Donc, la douleur, ça va être des douleurs à type de crampe, à type de pesanteur pelvienne ou à type de brûlure, donc, qui vont survenir pendant le rapport sexuel, que ce soit dès le début ou au cours du rapport sexuel lorsque c'est des dyspareunies profondes. Donc, c'est comme ça que les femmes généralement décrivent ce genre de douleur qui peuvent même persister après le rapport sexuel. Elles finissent le rapport sexuel et continuent pas à avoir mal. Existe-t-il des examens qui permettent d'identifier clairement l'origine de la dyspareunie? Pour déterminer avec précision l'étiologie de la dyspareunie, il faut déjà venir en consultation, se faire examiner en fonction des signes qui vont accompagner la dyspareunie. Si ce sont des infections, par exemple, on peut aller faire un prélèvement vaginal, par exemple, et explorer le type d'infection qui est mise en cause dans cette infection-là. On peut, à la recherche de fibromes, d'endométriose, faire une échographie pelvienne, voire une IRM pour rechercher des lésions d'endométriose, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'examens qu'on peut faire selon l'étiologie qui est suspectée d'une femme à une autre, et ça varie vraiment selon chaque femme. Alors, quelle erreur ont-elles l'habitude de faire qui aggrave justement le cas? Je parle de ces femmes-là qui souffrent de la dyspareunie. Et justement, l'erreur qu'elles commettent, c'est de faire le silence sur cette douleur, parce qu'elles n'en parlent pas. Et quand il y a des infections, par exemple, qui ne sont pas traitées, ces infections vont s'aggraver. Donc, ça ne va faire qu'aggraver la douleur et elles vont rester dans un cercle vicieux où elles sont prises par la douleur. Il faut pouvoir parler de cette situation-là à son conjoint d'abord et venir en consultation pour pouvoir en parler afin de pouvoir bénéficier d'un traitement approprié. Et quand elles n'en parlent pas à leur conjoint, le conjoint ne comprend pas pourquoi elle n'est pas apte au rapport sexuel et ça laisse des préjugés qui sont souvent mal interprétés. Donc je pense que l'erreur vraiment à ne pas commettre, c'est de se taire, de vivre la douleur en silence. Existe-t-il des solutions efficaces une fois que le diagnostic est posé? Bien sûr, s'il y a bon diagnostic, bon traitement. Dès qu'on a posé le diagnostic et qu'on est certain du diagnostic, on pourra apporter un traitement adéquat. Et plusieurs patientes, après traitement, se sont retrouvées quand même satisfaites. Sauf dans certaines pathologies où le traitement va prendre du temps, ou dans les pathologies comme l'endométriose, on sait que c'est un peu difficile d'en guérir totalement, mais on trouve des moyens pour quand même améliorer le confort de vie de ces femmes-là. Au-delà de tout ce qui est physique comme traitement, il y a toujours la psychothérapie qu'il faut associer. C'est-à-dire, on va expliquer à la patiente que la douleur, sur le plan psychologique, il faut qu'elle réussisse à la vaincre, qu'elle comprenne que la douleur peut passer et qu'elle se laisse vraiment aller au traitement qu'on va lui proposer. Il y a des patients chez qui il suffit juste de prescrire un gel, un lubrifiant pour améliorer un peu la pénétration et tout rentre dans l'ordre. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc en gros, on en guérit. On peut en guérir. Quel message clé pouvez-vous leur adresser aujourd'hui afin qu'elles sachent que le mal n'est pas normal? Je crois que c'est un message fort à passer à ces femmes-là qui souffrent de douleurs pendant les rapports sexuels, c'est de réussir à avoir la force d'en parler. On pourra trouver des solutions à ces problèmes-là et associer les autres types de spécialistes selon les différentes étiologies pour accompagner la patiente, la femme en général, pour qu'elle puisse se sentir mieux. La question de la dyspareunie ne concerne pas que la femme, ça concerne le couple. Donc, quand une femme a des dyspareunies, il faut qu'elle puisse en parler à son conjoint. La douleur pendant les rapports sexuels n'est pas normale. La dyspareunie se soigne dans la majorité des cas à condition d'en parler ou de consulter. Briser le silence, c'est déjà un début de guérison.